Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à cette table ronde consacrée à cette question. Le télétravail crée-t-il ou va-t-il créer des opportunités dans l'immobilier? Le confinement et le télétravail, on l'a vu, qui en a été la conséquence, ont montré que nombre de salariés pouvaient travailler chez eux et même dans des domaines que l'on ne soupçonnait pas, bouleversant ainsi toutes nos habitudes. Mais c'est aussi le marché de l'immobilier qui va être impacté par des changements parfois radicaux, notamment dans les centres-villes, on va le voir. Et qui dit changement dit aussi nouvelles opportunités. On va tenter d'identifier ces changements et de voir avec mes invités que je vais tout de suite vous présenter quelles sont ces opportunités et comment elles vont peser sur nos vies. Alors à noter que vous pourrez bien sûr durant toute cette table ronde poser des questions à mes invités autour de cette table. Alors on va commencer par vous Brigitte Sagne-Dupont, vous êtes présidente de Orema, c'est une société de gestion dédiée à l'immobilier de centre-ville et à la réhabilitation d'immeubles. Marie-Carole Paré, vous êtes directrice de clientèle grand compte à la Caisse d'épargne Île-de-France. Jean-Claude Drian, professeur à l'école d'urbanisme de Paris, chercheur au Lab Urba. Et puis Elisabeth Pellegrin-Genel, vous êtes architecte DPLG, urbaniste et psychologue du travail. Alors, la première question que l'on peut se poser, est-ce que les entreprises, fortes de cette expérience inédite quand même, vont diminuer leur surface de bureau? Brigitte, j'aimerais bien commencer par vous. Et est-ce que vous vous attendez à cette réaction de la part des utilisateurs? Eh bien, écoutez, bien sûr, c'est la crainte de tous les opérateurs du secteur immobilier. On a vu là une tendance, en effet, comme vous l'avez très bien dit, inédite, de mise en pratique du télétravail, qu'auparavant, nous avions été un peu résistants en France en particulier à tester à grande échelle. Donc cette mise en œuvre à grande échelle a fonctionné, ça a été démontré. Et donc on peut penser en effet que la demande, que le besoin de mètres carrés des différentes entreprises pourrait être amené sur longue période à réduire. En revanche, ce qu'on a constaté aussi, c'est le désir très fort de collectif, la frustration qu'a créé cette expérience. Et du coup, le besoin très important, renouvelé d'espaces communs, cette perception du besoin d'espaces communs vastes, aérés, qui est une nouveauté en fait dans notre univers un peu aride du monde du travail et du bureau. Et donc, on peut espérer quand même qu'en particulier dans les centres-villes, qui sont un endroit de communication, d'image très important pour les entreprises, il y ait une compensation entre cette réduction d'espace, d'une part liée au télétravail, et d'autre part ce nouveau besoin d'espace commun. Donc on a une vision un petit peu compensée des choses, en tout cas pour les centres-villes. Marie-Carole, est-ce que cette tendance, vous pouvez l'observer chez vos clients au niveau des financements? Qu'est-ce que vous ressentez à ce niveau-là, vous? Que c'est encore un peu tôt pour le dire. Par contre, on observe que les entreprises ont du mal à se projeter dans leurs projets immobiliers, justement à cause de tout ce questionnement. Quelle surface, pourquoi faire? On est dans l'attentisme. Ça se traduit dans les chiffres. Je crois qu'au 30 septembre, on a vu qu'il y avait une chute de moins 45% de la demande placée en bureau. C'est énorme. Alors, est-ce que c'est conjoncturel ou structurel? Il faudra le temps nous permettra de le dire. Mais nous, en financement, on finance d'abord des investisseurs qui, après, vont le donner en utilisation à des locataires, par exemple. Et les investisseurs, comme c'est une classe d'actifs très recherchée, parce qu'assez résiliente, parce qu'avec une prime de risque positive par rapport à l'OAT, ils sont encore là. Donc, une tendance à avoir un peu de mal à déterminer les prix, parce que ça a un impact sur les prix, mais on a encore pas mal de dossiers à traiter et donc de demandes de financement. Alors, est-ce que moins de surface consacrée au bureau, ça signifie qu'il va y avoir moins de volume et qu'en d'autres termes, les entreprises vont utiliser autrement cette surface récupérée? Jean-Claude? Oui, je pense qu'effectivement, elles vont utiliser autrement ces surfaces, qu'elles vont quand même en profiter probablement pour faire un certain nombre d'économies, pour louer moins de mètres carrés. Mais je crois qu'aussi, l'autre évolution, c'est probablement plus d'anonymisation des surfaces de bureau, et à la fois plus d'anonymisation du bureau individuel, et plus de collectifs, comme c'était dit tout à l'heure. Et peut-être aussi plus de diffusion dans la ville de ces espaces de bureau, pour avoir plus de proximité vis-à-vis du domicile où les gens vont plus travailler. Brigitte? Eh bien, écoutez, je pense que c'est tout à fait ce qui a été dit.
La tendance, moi je la vois quand même un peu conjoncturelle, hein, la baisse de volume qui a été évoquée. C'est sûr qu'on est confronté à une situation absolument incroyable, d'une violence inouïe avec ce virus. Et du coup, on est tous un peu, enfin, tous les entrepreneurs sont un peu en train de se demander ce qui va arriver. Donc tout va bien sûr dépendre de la réussite du plan de relance. Si l'économie repart, je pense qu'on aura à nouveau une confiance qui va s'établir. En l'état, qu'il y ait un attentisme conjoncturel de plusieurs trimestres, c'est certain. Personne ne va se projeter de façon dynamique. Et en effet, la problématique du contrôle des coûts va être majeure pour les mois qui viennent. Donc, à court terme, je pense qu'on peut s'attendre à une décroissance des volumes du marché locatif. Ensuite, on n'est pas devin ici autour de la table, mais on espère tous que quand même la dynamique pourrait reprendre. Elisabeth, moi je voudrais votre double éclairage, hein, d'architecte et de psychologue du travail. Va-t-on changer notre regard sur les bâtiments? Comment va-t-on vouloir les utiliser? Est-ce que ça va changer? Je pense qu'on va bien sûr changer notre regard sur les bâtiments. Et si on veut résumer, finalement, on a plus de surface par personne, parce qu'il ne faut pas oublier qu'avec les nouvelles normes, vous avez beaucoup plus de surface individuelle, même si c'est sur un espace collectif par personne. Et avec le télétravail, moins de personnes simultanément dans une entreprise. Donc c'est vrai que ce sont des données qu'on ne connaissait pas. Je pense que ça peut avoir un impact très fort sur tous les grands projets qui mettent en général entre 5 et 10 ans à sortir les regroupements de 5 000, 10 000 salariés quelque part. On peut supposer que pendant 1 an ou 2, ça va peut-être être mis entre parenthèses. Je pense qu'on va aussi avoir vraiment un autre regard sur la façon dont on va réhabiliter un immeuble ou le construire. Mais imaginons qu'on le réhabilite, on se pose des questions nouvelles sur la climatisation, on essaye d'avoir des fenêtres qui s'ouvrent, un nouveau rapport à l'extérieur, on est obsédé par les flux au sens de ne pas se croiser, les circulations, on va éviter les ascenseurs. Bon, tout ça va forcément changer nos immeubles. Et puis surtout, je pense que ça va changer ou booster nos aménagements. On a vu que l'open space et le flex office, qui étaient vraiment des dispositifs plutôt décriés, on voit qu'ils se révèlent extrêmement adaptés aujourd'hui pour être, dans le cas de l'open space, dédensifiés. On enlève une personne sur 2 et le tour est joué. C'est quand même assez d'une flexibilité incroyable. Et on voit aussi que le flex office, qui était très mal aimé des utilisateurs, et c'était toujours accompagné de télétravail. Donc déjà, il y avait une expérience. Pour les gens qui étaient en flex office, ils étaient un peu plus aguerris, disons, pendant la période de confinement. Et puis, le flex office, malgré ses inconvénients, ça rassure. On ne laisse pas traîner ses affaires, on ne laisse pas traîner son verre, son mug, ses dossiers. C'est facilement nettoyé. Et on peut aussi un peu contrôler visuellement où est-ce qu'on s'assoit. Donc, c'est peut-être assez sécurisant, finalement. Donc, si je comprends bien, les immeubles devront offrir plus de flexibilité. Marie-Carole, c'est un critère que vous intégrez dans les demandes de financement, cette flexibilité des immeubles? Oui, bien sûr. Pour un banquier, c'est un gage de sécurité. Un immeuble qui va pouvoir réagir et s'adapter dans le temps à l'évolution de la demande, c'est un critère important. Mais au vu de tout ce qu'on vient de dire, je pense que la flexibilité, c'est au-delà de l'immeuble. Ça va être, il va falloir que les surfaces de bureau s'adaptent et qu'on ait des compléments de surface, type centre d'affaires, coworking. La flexibilité, ça va être aussi dans l'usage que l'on aura, à la fois d'espaces privés et d'espaces collectifs de bureaux. Brigitte, vous la pressentez aussi, cette flexibilité qui est en train de monter? Oui, moi tout à fait. En tant qu'investisseur, si vous voulez, comme tout à fait en accord avec nos banquiers, la réduction du risque est un critère essentiel et quelque chose qui est transformable, flexible, adaptable. Il a bien sûr beaucoup plus de valeur qu'un objet figé qu'on ne peut pas adapter. Donc bien sûr, c'est un critère important. Je rebondis sur ce qu'a dit Elisabeth. Je pense qu'en effet, on va aussi vers une exigence de qualité accrue. On a eu des périodes où on recherchait que l'économie, le coût. Là, on se rend bien compte que les matériaux, ça joue beaucoup pour être facilement nettoyables. On aura en effet des problématiques de flux qui étaient, il faut le dire, un peu maltraités. Nous, par exemple, on a toujours porté beaucoup d'attention aux escaliers dans nos immeubles. Moi, j'ai toujours pensé que c'était agréable de prendre un escalier qui respire. Or, en France, on pratiquait beaucoup l'escalier de secours. Vous savez, ce truc tout gris, là, peint, enfin...
Et donc, avec des grosses portes qui claquent. Exactement. Et donc là, on s'est aperçu tout d'un coup que les immeubles qui avaient des escaliers un peu de qualité étaient beaucoup mieux vécus, beaucoup plus adaptés à la situation. Donc on retourne vers je pense, vers des ambitions de qualité qui vont être un peu révisées à la hausse, ce qui me réjouit personnellement, et ce qui peut donner aussi écho à ce besoin de flexibilité. Est-ce qu'on peut parler, Jean-Claude, d'urbanisme temporaire, adaptable, modulable ? Oui, alors l'urbanisme temporaire a beaucoup de vent en poupe ces temps-ci et bien avant la crise sanitaire, parce que se pose la question de la transformation de la ville, d'un certain nombre d'espaces qui sont libérés par des emprises ferroviaires, par tout un tas de choses, dont on ne sait pas encore tout de suite quelle va en être l'utilisation, et du coup on développe des utilisations temporaires. Alors là, dans le contexte précis dont on parle, je pense qu'il faut distinguer deux temporalités. Il y a celle des prochains mois et des prochaines années dans lesquelles, c'était dit tout à l'heure, les entreprises vont être un peu dans l'attente de se poser des questions. Et donc là, il va falloir traiter cette attente. Et puis ensuite, est-ce qu'il va y avoir des transformations lourdes de la façon d'utiliser les bâtiments ? Et c'est vrai qu'on voit aujourd'hui beaucoup se développer l'idée d'avoir des bâtiments flexibles, y compris au-delà de la transformation de l'espace de travail, mais est-ce qu'on peut construire aujourd'hui un immeuble de bureau qui dans 20 ans sera un immeuble de logement et inversement. Et un certain nombre d'architectes travaillent là-dessus, même si c'est pas évident du tout. Et la réponse est oui quand même. Oui, on peut, et il y en a, qui se développent, mais c'est quand même assez nouveau comme tendance, même si par ailleurs on travaille aujourd'hui à Paris notamment à transformer des bureaux en logements. Mais c'est souvent extrêmement difficile quand on parle de bâtiments plus anciens. Oui, et puis quand on ne l'a pas anticipé. Et quand on ne l'a pas anticipé, voilà, les bâtiments plus anciens, je dirais presque par définition, on ne les a pas anticipés. Marie-Carole, les entreprises, donc on parle d'adaptabilité des bâtiments, mais il va y aussi avoir adaptabilité des entreprises et financer de la logistique, par exemple, pour les entreprises qui ont boosté leur activité Internet, et on a vu comment Internet a pris de l'ampleur pendant ce confinement. C'est quelque chose que vous faites déjà, je pense notamment aux entrepôts. Oui, la Caisse d'épargne, c'est un secteur qu'on finance depuis quelques années déjà. On a des clients qui sont spécialisés dans la logistique. Et ce qu'on peut noter sur les petites dernières dizaines d'années, on va dire, c'est une vraie modification dans les utilisateurs de ces entrepôts. C'est-à-dire qu'il y a un peu plus de 10 ans, c'était des logisticiens. C'est-à-dire que c'est des gens qui passaient des contrats avec les industriels. Et donc la logistique, le stockage et la préparation étaient externalisés. Depuis 10 ans, c'est de nouveau internalisé. C'est-à-dire que les industriels, comme les distributeurs, la grande distribution alimentaire, se sont réappropriés cette partie-là, donc ils deviennent locataires, voire propriétaires, d'énormes bâtiments, mais dans lesquels on a des vraies usines de préparation de commandes. Et en ça a été boosté par le e-commerce. C'est vrai que l'investissement en logistique a pratiquement doublé sur ces années-là. C'est passé de 7 à 13% de quote-part par rapport au montant investi dans le marché de l'immobilier d'entreprise. Donc c'est un vrai signe. Ça, c'est pour les très gros entrepôts. Ce qui est un peu plus compliqué, c'est la logistique dite urbaine, c'est-à-dire la logistique du dernier kilomètre, le petit entreposage, parce que là se pose la question en urbanisme, c'est un sujet intéressant, le coût du foncier est très important et rentabiliser un petit entrepôt pour cette activité-là, pour moi c'est une gageure. Je n'ai pas encore réellement vu de dossier équilibré financièrement ou pas que par ça. Voilà. Vous l'évoquiez, Jean-Claude, cette flexibilité. Comment est-ce qu'on va pouvoir l'appliquer de la même manière à la production nouvelle et aux bâtiments existants ? Je pose un petit peu la question à vous tous, mais on peut commencer par vous. Oui, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire que sur les bâtiments existants, on a vraiment une difficulté importante parce qu'ils ne sont pas tous très adaptables. C'est-à-dire que le grand plateau de bureau dans une tour de la Défense, il n'est pas pour le transformer en logement, il y a du boulot. Et c'est même, on peut le dire, quasiment impossible. Alors que les logements d'immeubles haussmanniens qui ont été transformés en bureaux, c'est assez facile de les retransformer en logements. Enfin voilà, on a des possibilités aujourd'hui très diverses en fait dans l'existant. Mais je crois qu'il y a effectivement un enjeu très fort dans la production neuve de penser la flexibilité. À la fois la flexibilité fonction identique, c'est-à-dire un bureau qui va être un bureau mais qu'on va habiter autrement, ou un bureau qui devient un logement et réciproquement. Alors pour la logistique, les entrepôts, c'est plus compliqué.
Elisabeth ? C'est la flexibilité dans la construction, dans les systèmes constructifs, c'est aussi la flexibilité dans les usages. On est obligé de s'interroger aussi sur finalement qu'est-ce que doit offrir aujourd'hui l'entreprise. Il ne faut pas oublier que pendant des années et des années, elle a mis en place et elle a vraiment porté un message: je suis un lieu de vie, je suis un lieu d'échange, je suis un lieu de transmission des savoirs, des apprentissages, etc. Et aujourd'hui, pour une période absolument indéterminée, elle est obligée de dire: je suis à un lieu sécurisé, sans contact. Et ce sans contact, et tous masqués, où là aujourd'hui on a la chance, nous, de ne pas être masqués, mais tous les autres, ils sont masqués. Ça induit forcément des changements majeurs sur la façon dont on peut travailler, coopérer, enfin sur ces fameux usages. Et ça pose la question de finalement pourquoi, puisque notre sujet est le télétravail, pourquoi on va revenir ? Est-ce qu'on va revenir au bureau pour s'enfermer si on avait la chance d'avoir un bureau personnel ? Ça n'a plus aucun sens. Ça, on a montré qu'on pouvait le faire ailleurs et différemment. Donc ça pose toute cette question-là de savoir qu'est-ce qu'on va faire, comment on peut maintenir des choses où on a vu que ça pouvait passer quand on était par visio, mais qu'on perdait beaucoup de choses. Mais vous l'évoquiez, Brigitte, la qualité. Est-ce qu'on ne va pas, du coup, les entreprises ne vont pas proposer à leurs salariés des bureaux, des espaces plus qualitatifs où il fera bon vivre et on aura envie de revenir pour un jour, 2 jours, 3 jours ? Alors, moi, j'en suis tout à fait convaincue parce que je crois, ça c'est le chef d'entreprise qui parle, hein, une entreprise, c'est quelque chose de commun, de collectif qu'il faut installer. Si chacun est dans son coin à faire son petit travail ou sa tâche taylorisée, on ne fait pas une entreprise, on fait une accumulation de choses et ça ne donnera jamais les grands résultats ambitieux qu'une entreprise prétend construire. Donc je crois qu'on a besoin absolument de rencontres, de collectifs, de partage, de travail d'équipe. Alors vous avez raison, avec des masques et tous étalés, enfin tous venant, partant, etc., c'est très compliqué à mettre en œuvre. Mais ça reste l'objectif absolu d'une entreprise, sinon elle meurt. Oui, mais je pense qu'on est quand même un peu parasité, tout à fait inconsciemment, enfin je ne veux pas faire de la psychologie de cuisine, mais quand même, par l'idée que l'autre, il est potentiellement dangereux. Ouais. Hein? Donc comment je coopère avec les autres voilà, je suis potentiellement dangereuse pour eux, ils sont potentiellement dangereux pour moi. Et je pense que ça va être vraiment un enjeu qui va au-delà d'ailleurs des dispositifs, enfin des espaces de travail. Hein. Comment on peut sortir de cette idée, la travailler, l'exprimer pour s'en sortir, parce que sinon, s'il faut s'installer pendant des mois avec cette distance... On est installé pour des mois encore. Hein. On est installé... on est encore dans une période d'incertitude. Alors peut-être que quand on se dira on en a pour 1 an ou 2 ans, on prendra peut-être les choses à bras-le-corps, je ne sais pas. Mais c'est là qu'il faut encore une fois distinguer les 2 temporalités. Ouais, il y a le moment des mois qui viennent, et peut-être des années, espérons pas, mais dans lesquels se posent ces questions de la distanciation, de l'inquiétude par rapport aux autres. Et puis il y a la temporalité plus longue, c'est-à-dire qu'est-ce que finalement cette période et cette crise va changer durablement, indépendamment de la crise sanitaire, dans nos façons de vivre dans la ville parce qu'on expérimente et dans les différents espaces. Et on expérimente beaucoup de choses, on a appris quand même beaucoup de choses. Pas toutes dans le bon sens, mais on a appris beaucoup de choses. Et puis finalement, l'incidence sur nos mètres carrés tertiaires. Absolument. Voilà. Et c'est vrai que sur une temporalité longue, on peut supposer qu'ils vont se réduire. Ils vont se réduire. Alors justement, on parle du tertiaire, mais il y a aussi l'impact sur les logements particuliers. Et dans un marché, on le sait tous, hein, ici autour de cette table, contraint par le prix au mètre carré, et je pense notamment aux grandes métropoles comme Paris, mais il n'y a pas que Paris. Hein, comment on peut intégrer, parce que les gens se sont quand même retrouvés chez eux à travailler, à devoir se créer un espace de travail, et comment on va pouvoir intégrer un espace de travail dans les logements ou privés? Est-ce qu'il y a des solutions alternatives? Comment on peut faire? Et est-ce que ça va être pris en compte? Alors,
Allez-y. Je pense qu'au niveau des programmes de logement, public ou privé, moi, ça me paraît totalement irréaliste de faire rêver les gens en disant ça va changer, vous aurez un bureau intégré et tout. Moi, ça, j'y crois pas beaucoup. Je pense qu'il y a des choses qui, depuis des années, ont déjà commencé dans n'importe quel programme social, y compris quand on habite à Lille. Maintenant, on demande des balcons, par exemple, ou des jardinets au rez-de-chaussée. Il y avait déjà une amorce de mieux prendre en compte intérieur-extérieur. Bon, mais les surfaces, elles sont contraintes, je ne crois pas qu'elles changeront. Et c'est un peu la question, on peut se dire de toute façon, ça existe. Le lit, votre chambre, c'est déjà un bureau. On a déjà des usages où on travaille, on mélange vie privée, vie professionnelle, et on travaille un peu partout. La ville, c'est un immense bureau paysager. Dès que vous êtes connecté, vous travaillez n'importe où. Donc, c'est plus une question d'échelle pour voir par rapport au logement ce qui peut se passer, parce que je pense que c'est absolument fondamental de pouvoir sortir de chez soi. On ne va pas tous rester chez nous tout le temps en train de travailler. Donc, est-ce que c'est à l'échelle du logement? Pas forcément. Ça peut être peut-être à l'échelle de votre immeuble. Bon, encore là, c'est peut-être un peu petit. À l'échelle de l'îlot. Dans les années 70, on faisait des buanderies, on faisait des salles de jeu communes. Ça a fonctionné pendant 10, 20, 30 ans. Après, c'est tombé. Bon, il faut peut-être recommencer ce genre d'initiative pour trouver des lieux communs relativement peu coûteux, mais simplement, il faut quelqu'un pour les animer, quoi. Jean-Claude, des espaces de coworking, quoi. Oui, c'est ça. Moi, je suis tout à fait d'accord avec ce que vient de dire Elisabeth. C'est que dans la production neuve, c'est clair que c'est des mètres carrés en plus. Et mètres carrés en plus, ça coûte. Donc, le logement est déjà assez cher dans les métropoles pour qu'on ne rajoute pas de mètres carrés. Donc, je crois qu'il n'y a pas trop d'espoir à avoir là-dessus. Je crois que la crise... donc l'enjeu, il est sur l'existant, d'abord. Et la crise, c'est devenu un lieu commun de le dire. C'est partout dans la presse. Elle a été un révélateur d'inégalités sociales extrêmement forte, et notamment en matière de logement. Alors que quand on a plus de mètres carrés, quand on a pu se réfugier à la campagne, quand on n'a pas d'enfants ou plus d'enfants à la maison, enfin, il y a tout un ensemble de critères d'inégalité qui ont fait que ce télétravail, pour certains, il a été très très bien vécu pendant le confinement et il continue à l'être aujourd'hui. Pour d'autres, c'est quand même d'abord une contrainte. Et donc, la vraie question, le vrai enjeu, c'est effectivement comment on va diffuser des lieux de travail dans la ville. Oui. Parce qu'aujourd'hui, par exemple, vous disiez, on peut travailler partout, mais bon, vous voulez aller dans un café avec votre ordinateur, à partir de 11h, les tables sont mises pour le restaurant, donc on ne peut pas travailler dans les cafés. Donc il va falloir des lieux beaucoup plus adaptés à la question du travail. Alors c'est le coworking, oui. C'est le coworking bien sûr, mais il est encore très peu diffusé en réalité. Je pense qu'il a un potentiel énorme. Oui. Oui, je pense que je pense qu'on va s'organiser avec un espèce de cœur vital de l'entreprise qui sera son siège et puis le lieu où on se retrouve de façon régulière pour toutes les équipes. Et puis, il pourra y avoir un effet dans certains centres de transport pour éviter justement les transports en commun en période critique. Des endroits dans des espaces de coworking qui pourraient être pris par des entreprises pour que des salariés d'une certaine région se retrouvent là. Donc on voit bien qu'on va certainement aller vers des tendances où on mixera des organisations nouvelles pour les entreprises d'une certaine taille qui permettront de répondre à des problématiques diverses et notamment à éviter les transports en commun par moment dans des périodes de pandémie. Ça va certainement prospérer et donc ça permettra de nouveaux usages d'apparaître. Et puis aussi, j'imagine, des lieux où on sera mieux équipé parce que quand on est chez soi avec la petite imprimante qui permet d'imprimer la liste de courses et le dossier qu'on doit imprimer, les connexions Internet aussi, j'imagine. Tout ça va... Oui, puis une ambiance aussi. Oui. Une ambiance de travail. Certains ont beaucoup de facilité à se mettre au travail tout seuls, mais c'est pas du tout évident. Alors que si vous vous regroupez, même si vous ne travaillez pas sur la même chose, vous êtes porté comme dans une médiathèque, hein, vous êtes porté par cette ambiance et vous vous concentrez plus facilement et donc vous vous fatiguez moins. Et est-ce que vous pensez que des grands immeubles de coworking, je pense à Paris, on les connaît, à Station F, l'ascenseur aussi, est-ce que ces immeubles-là peuvent se développer, des immeubles entiers consacrés au coworking ?
Oui, pourquoi pas. Enfin, nous, on a un regard un peu financier sur cette question-là et on a jusqu'à présent trouvé que les loyers étaient un peu chers pour les usagers et que du coup, l'équilibre financier, enfin, ces immeubles étaient achetés chers parce qu'ils étaient loués chers, mais ça a une limite. Et je pense que ça a porté aussi un peu vers le haut les loyers parisiens, en tout cas. Mais sur l'usage même, oui, bien sûr, ça pourrait devenir en complément de l'usage principal du bureau par l'entreprise à son siège. Par contre... C'est une réponse quand même pratique, il faut le dire, qui apporte une certaine flexibilité aux entreprises. C'est-à-dire, si vous êtes entrepreneur, vous prenez vos locaux dimensionnés pour une activité, on va dire, de base, et avec le coworking, les espaces de coworking, vous pouvez gérer une croissance momentanée, des missions particulières. Donc, ça a fabriqué, par rapport à la rigidité quand même du cadre juridique français des baux, ça a fabriqué une réponse flexible qui est tout à fait adaptée aux besoins de notre époque, où finalement les choses évoluent très vite, le temps est devenu... vous voyez, un bail, ça vous inscrit dans 9 ans souvent. Qui sait ce qui va être dans 9 ans? Quelle entreprise aujourd'hui sait dire si dans 9 ans, elle sera dans la même configuration? Donc, c'est vrai que d'un point de vue de l'investissement, on a besoin de cette stabilité, mais le coworking est venu, à côté de ce besoin-là, apporter une réponse pratique qui offre justement la flexibilité dont les entreprises ont besoin, chère, mais réelle. Mais peut-être que ça va être plus qu'une réponse à côté pour les grandes entreprises. Alors là, j'ai un trou, je ne sais plus si c'est Google, Facebook, enfin c'est un des GAFA qui, pour certains de ces sites, n'est plus maître d'ouvrage, ne construit plus pour lui et a délégué tout un site important à un gros opérateur genre WeWork. Donc peut-être que ça va prendre beaucoup plus de place que prévu finalement, parce que c'est une vraie flexibilité pour les entreprises. Alors c'est vrai qu'on se cherche là, on est dans une période d'adaptation. Moi je crois qu'une entreprise, et ça c'est une conviction très forte, a besoin d'une identité. Et cette identité, elle ne peut pas se construire chez Pierre, Paul, Jacques, pour ne pas citer de marque connue. Cette identité, elle se fabrique, voilà. Donc ça, je crois que ça, personnellement, je crois que ça demeurera, d'autant plus dans le contexte qu'on a décrit, où on a encore plus besoin d'identité, de lien social, de se retrouver, etc. En revanche, je crois qu'ils sont très utiles pour compléter de façon efficace et adaptable cette offre. Jean-Claude, je pense qu'on voit bien effectivement un partage des tâches entre le lieu de l'entreprise, le siège ou autre, mais qui est le lieu du collectif finalement, de la rencontre et du collectif, et puis des espaces de coworking qui eux-mêmes peuvent être très différenciés. Il y a le gros coworking d'entreprise, et puis il peut y avoir aussi le coworking de quartier, le petit commerce de coworking, quoi, qui serait pas rattaché directement à une entreprise, mais qui serait un prestataire de services pour les salariés relevant d'entreprises diverses et qui peut être une nouvelle forme de petit commerce de rez-de-chaussée ou pas de rez-de-chaussée. Et de facteurs de réanimation de la ville. Et de facteurs d'animation, c'est souvent en rez-de-chaussée. Hein, Oui, parce qu'on va en parler, et tout ça va avoir évidemment des incidences sur les villes et sur l'animation des villes. Qu'est-ce qu'on fait des grands ensembles de bureaux, comme La Défense par exemple? Qu'est-ce qui va se passer pour eux? On va démolir, ça va tomber en désuétude, ça va devenir obsolète, on va les transformer? Alors, je crois que c'est l'un des plus grands quartiers d'affaires européens, donc avant de le détruire, il va se passer un petit peu de temps. Il y a même un mouvement de locataires qui reviennent vers La Défense, parce que pour le même loyer, à côté de La Défense, ils ont un bel immeuble, à La Défense, un bel immeuble. Je ne sais pas à terme ce que ça peut devenir, mais c'est incontournable aujourd'hui en tout cas, je pense. Moi je pense que La Défense est la réponse française qui a été apportée aux gros besoins. Quand vous avez une entreprise de plusieurs milliers de salariés, vous n'avez aucune possibilité de vous installer à Paris, centre. Et donc, il n'y a que la solution de La Défense. Donc ça va demeurer. J'espère qu'on gardera des entreprises importantes avec de très nombreux salariés en France. Et là, ils seront naturellement orientés vers ce type d'infrastructure. Après, on a vu quand même pendant le confinement que la tour avait montré toutes ses limites. La circulation verticale qui est extrêmement contrainte, la gestion des flux.
Ça a demandé des organisations très, très complexes. Donc, on a vu les avantages et les inconvénients et il faudra effectivement adapter. Mais il y aura toujours un besoin de grande quantité de mètres carrés et c'est la défense qui y répond. Alors, moi, je ne suis pas si sûre. Je pense que ça nous permet de réinterroger quand même cette tour anxiogène depuis toujours. Depuis toujours, elle a été mal aimée. Depuis toujours, on s'est quand même interrogé pour savoir si elle était si écologique et si durable que ça. Donc, ça nous permet quand même de réinterroger quelque chose, de voir que... c'est très, comme vous le disiez, c'est à peu près exclu de transformer une tour en logement. Donc ça, je pense que ça a vraiment ses limites. Par contre, oui, on ne va pas démolir la Défense. Au contraire, ce qui va probablement sauver la Défense, c'est le télétravail. Puisque déjà, c'était un peu difficile pour les usagers de venir 5 jours par semaine. Mais s'ils viennent que 3 jours, je suis sûre qu'ils seront extrêmement heureux. Mais comment on peut sauver par le télétravail des tours qui sont faites pour accueillir des milliers de salariés? Non, les entreprises vont payer. Je me plaçais du point de vue des usages. Et je pense que pour les utilisateurs, venir moins à la Défense, c'est certainement une grande joie. Après, vous pouvez imaginer... Ce que vous disiez, c'est que les loyers peuvent baisser, vous pouvez avoir un apport de professions libérales, de petits commerces, et de nouvelles mixités, des ateliers, pourquoi pas. On parle d'essayer de refabriquer avec des imprimantes 3D ou autres. Des choses. Des masques. Des masques, par exemple. On peut, on a des mètres carrés très bien desservis, bien entretenus, avec des gens qui, depuis des années, essayent d'en faire quand même un quartier vivant. Donc, on peut supposer qu'il va continuer de vivre, mais différemment. Alors, continuez. Oui, mais il faut voir aussi qu'on a été économe en France en production de tours, quand même. Sur la région parisienne, on ne peut pas dire qu'on ait une pléthore d'équipements de cette taille. Donc, ça me semble quand même... je ne suis pas une spécialiste de la Défense, je connais mieux les... Non, mais c'est des types la Défense. Voilà, on a cet exemple-là. Il me semble en tout cas que le marché français, en proportion du besoin, de la demande et de l'offre, est relativement équilibré et qu'on n'a pas à craindre... il y aura des ajustements, bien sûr, mais on n'a pas à craindre un véritable problème de nos tours, puisqu'on en a, fort heureusement, construit assez peu. Et puis on sait bien les rénover. Et qu'on sait bien les rénover. Oui, d'ailleurs, on n'arrête pas de le faire. Les tours de la Défense, elles sont constamment en chantier. C'est assez spectaculaire. Mais moi, je serais plus inquiet pour des pôles de taille moyenne, qui sont beaucoup plus fragiles, y compris dans les villes nouvelles autour de l'île de France. Et des villes de province aussi. Et de certaines villes de province. Pour lesquelles, là, je pense qu'il y a des fragilités, on peut craindre un certain nombre de fragilités. Alors qu'un pôle comme la Défense, on disait aussi que les sièges, c'est le lieu du collectif, c'est le lieu du collectif à l'intérieur de l'entreprise, mais c'est aussi le lieu du collectif inter-entreprise. Et quand on a des polarités aussi fortes que la Défense, je pense qu'elles ne sont pas très en danger, en réalité. Et effectivement, en termes de cadre de vie ou de cadre de travail, si tout le monde à la Défense, imaginons que tout le monde à la Défense passe 1 jour par semaine en télétravail, ça fait 20% de moins de gens dans le RER. Oui. Et ça change tout. Ça suffit à améliorer la qualité de vie de tout le monde. Ouais. Mais est-ce qu'on va les utiliser comme contre-exemple? C'est-à-dire que maintenant qu'on a cette expérience d'une pandémie, cette expérience de télétravail, cette expérience de confinement, est-ce qu'on va continuer à produire des tours comme la Défense? Ou est-ce qu'on va se dire, non, parce que si jamais il se passe encore quelque chose comme ça, c'est compliqué de transformer, c'est moins flexible. Est-ce que ça va continuer, ça? Je suppose qu'on va beaucoup plus se poser la question. Je n'ai pas la réponse. Je ne sais pas, on va probablement continuer à en construire, évidemment. On en construit encore les tours du haut qui vont être bientôt livrées à Paris. Dans le 13e. On en construit encore, mais je pense qu'on va beaucoup plus se poser la question. Et puis, vous avez quand même tout ce vent écologique, qui est d'ailleurs ambigu, parce que la tour n'est pas contradictoire avec une vision durable, en théorie. Mais je pense que on va se poser la question et la réponse est beaucoup moins nette qu'avant. Marie-Carole, vous, en tant qu'investisseur, financier d'investisseur, pardon, vous, quel regard vous portez là-dessus? Vous vous dites, non, nous, on va arrêter de financer des tours comme ça parce que, on ne sait pas ce que ça peut devenir, il n'y a pas assez de flexibilité, ou au contraire, c'est quelque chose qui vous paraît possible? Moi, ça me paraît possible à partir du moment où ça répond à son usage, que c'est qu'il y a une qualité de transport en commun, parce qu'un immeuble de bureau,
bureau, c'est avant tout sa desserte, les transports en commun. Est-ce qu'on peut y accéder facilement? On va en parler des transports. Donc ça aura toujours sa justification. Et la Défense les tours, ont aussi été une réponse au prix du foncier à proximité des grandes villes. Quand vous construisez une tour, vous utilisez peu de foncier. Le foncier est très cher. Donc voilà, l'équation, elle est là. Est-ce qu'on va avoir besoin de plus de bureaux? Je ne sais pas. En tout cas, c'était lié aussi au prix du foncier. Et un quartier d'affaires, ça a aussi des vertus. Les gens se rencontrent. Il y a plusieurs entreprises du même secteur ou pas qui sont au même endroit. Ça a vraiment du sens pour faire du collectif. Vous parliez, Elisabeth, de l'animation des quartiers, justement, que le coworking peut animer différemment le quartier, mais comment on peut se projeter sur l'animation d'un quartier en sachant que, vous disiez Jean-Claude, moins 20% de fréquentation, par exemple, sur la Défense. Est-ce que ça ne va pas changer radicalement aussi l'animation des quartiers avec des petits commerçants qui vont se retrouver avec moins de clientèle? On pense aux petits restaurants, aux sandwicheries, tous ces petits commerces de quartier qui vivaient avec les salariés qui venaient travailler et qui, là, se retrouvent avec évidemment une clientèle en moins puisqu'ils sont en télétravail. Ah oui, mais ça c'est incontestable. Je pense que beaucoup vont souffrir, beaucoup vont probablement disparaître, puisqu'on n'est plus du tout sur une logique où il fallait offrir sur un créneau très court pour des milliers de salariés des services. Bon, mais peut-être aussi que voilà, avec le télétravail, nos horaires et nos rythmes vont un peu changer, vont se lisser. Il y aura peut-être moins de pics et finalement, quand même, on aura quand même toujours besoin de magasins, de commerces, de coiffeurs, de restaurants, etc. Mais bon, ça va avoir un impact sur... Mais oui, sans doute une forme de rééquilibrage entre les quartiers du travail, les quartiers du bureau et les quartiers résidentiels, où du coup, de nouvelles opportunités vont émerger dans les quartiers résidentiels pour accueillir et pour alimenter les gens, coiffer les gens qui travaillent chez eux. On peut imaginer un déplacement du coup de ces populations d'artisans, de petits commerçants, de restaurateurs. Peut-être. Mais peut-être d'ailleurs qu'ils vont adopter le camion sur roulette pour venir nourrir. Le food truck, oui. Food truck, je ne sais pas, mais ouais. Tout ça, ça va. Vous y pensez aussi? Là, c'est vrai que c'est très difficile de projeter une vision à ce stade des impacts sur le commerce, parce qu'il n'y a pas que la pandémie, il y avait aussi ce mouvement majeur de e-commerce qui transforme le commerce physique de façon assez brutale. Là, pour le coup, on a atteint des courbes exponentielles. Hein. Il faut quand même en être conscient. Donc, le commerce, lui, est confronté à un vrai repositionnement, une vraie question qu'on avait vue avec une sorte de mixité dans certains modèles entre la boutique un peu appartement, un peu concept store, effectivement, et puis du complément Internet. Donc tout ça est en pleine mutation. Où ça va mener la ville et quel impact sur l'urbanisme? Il y a des vrais choix politiques là installés. C'est d'un ressort autre que le nôtre, mais je crois qu'il va y avoir en effet des grandes mutations et qu'on doit préserver absolument. Alors ça, je plaiderai toujours pour ça, le commerce de centre-ville, parce qu'une ville sans commerce, c'est la mort. C'est la mort absolue. Donc le commerce est vital et il faut absolument le défendre. Cette mixité dont parle Brigitte, dans le financement, ça va rentrer en compte, Marie-Carole? Ce qui rentre en compte, c'est toujours l'emplacement d'un immeuble par rapport à son usage, la qualité de l'emplacement d'un immeuble par rapport à son usage. Je disais, les bureaux, c'est les transports collectifs, la logistique, c'est la desserte routière, le commerce, c'est la zone de chalandise. Donc voilà. Par contre, on parlait commerce de centre-ville, ça pose la question des transports, et notamment des transports en commun. Et là, en urbanisme, je pense qu'on a des sujets en ce moment sur la desserte des centres-villes, pour ne pas citer Paris. Oui, alors justement, on va en venir au transport, parce que on parle de centre-ville. Alors, est-ce que les villes pas trop loin des métropoles, les villes moyennes, vont profiter de cette tendance, et on va pouvoir se dire, maintenant que je peux venir 2 jours par semaine à Paris ou 1 jour par semaine à Paris, je peux habiter à Orléans, à Blois, avoir plus de surface pour le même prix. Est-ce que cette tendance-là, on va la vivre? On l'a un petit peu amorcée, mais bon, est-ce que ça va se concrétiser tout ça? Est-ce que ça va augmenter?
Oui. Enfin, moi, je pense que oui, c'est déjà amorcé. Les notaires, la Chambre des notaires de Paris soulignait à quel point la moyenne banlieue et la moyenne couronne et la grande couronne ont vraiment repris des couleurs et des lettres de noblesse à une vitesse, paraît-il, incroyable. C'est-à-dire, il y avait beaucoup déjà des augmentations de transactions dès le mois de mai. Ce qui était très tôt, on voyait vraiment qu'il y avait un engouement pour aller un peu plus loin parce qu'on avait l'assurance où on faisait le pari qu'on n'allait pas revenir tous les jours. Et puis je pense qu'on a aussi une autre... pendant longtemps, on a été sur la France TGV. On avait notre carte de France, elle était liée aux lignes de TGV. Et on a l'impression que ça y est, on passe à une autre géographie. Pour sortir de l'Île-de-France, ces dernières décennies, les villes moyennes ont quand même beaucoup souffert de pertes de population, de pertes d'activité commerciale dans les centres-villes qui ont été sinistrées pour certains. Je pense qu'effectivement, l'appétence pour les villes moyennes bien desservies, mais vraiment la condition majeure, c'est celle-là. C'est la condition de la desserte, alors qu'elle soit en TGV ou par d'autres moyens, c'est une condition absolument fondamentale qui va faire la différence entre celles qui le sont et celles qui ne le sont pas. Je pense qu'on peut retrouver une forme d'appétence pour l'habitat, pour y habiter. Et du coup, peut-être bien pour effectivement une revitalisation des commerces de ces centres-villes. Et effectivement, le mouvement a l'air de s'amorcer. Voilà. Il faudra nous réinviter dans un an pour qu'on vous réponde. Eh bien, avec plaisir, on prend date. On a une question là justement qui est posée par une des personnes qui nous regarde. Le télétravail fournit-il un avantage concurrentiel en termes de recrutement? Et ça aussi, ça va avoir une incidence. Je vous pose la question à vous, Brigitte. Alors, écoutez, je pense que oui, globalement. J'ai été un petit peu surprise de voir qu'il était moins désiré par les jeunes, en tout cas dans notre entreprise, je ne sais pas si c'est un échantillon représentatif, que par les seniors. La jeunesse, finalement, peut-être plus mal logée, a davantage besoin de se retrouver sur les lieux de l'entreprise. Donc, ça dépend un peu des profils de recrutement, mais il me semble en tout cas, dans la mesure où c'est un droit, on est en France, c'est un droit, c'est pas une obligation, on ne peut pas trop vous forcer. Le droit a de la valeur, forcément. Donc moi, je pense, oui, que ça peut permettre des organisations plus agréables. Et la qualité de vie au travail, ça, c'est sûr, c'est un critère de recrutement. Moi, je l'ai toujours dit, quand je vois des entreprises qui hésitent à investir dans leur bureau, par exemple, pour moi, ça m'a toujours surprise parce que c'est un tel facteur d'attractivité, ça a un tel impact précisément quand vous recrutez, mais même quand vous recrutez des clients, il faut être honnête. Le client, qu'est-ce qu'il voit? Il voit vos bureaux, il voit votre bonne mine, c'est quand même, on est dans le monde du commerce et le bureau, c'est un outil de communication fantastique. Donc moi, je pense que tout ça le remet encore plus à sa place et plaide encore plus pour la qualité. Je vous voyais réagir, la moindre appétence des jeunes pour le télétravail a, je pense, beaucoup à voir avec la taille des logements. Avec, plus on est jeune, plus on a des petits logements. Et plus on est avancé en âge, plus on a des logements plus grands et peut-être parfois aussi moins d'enfants à domicile. Donc, je pense que le lien avec les situations de logement est extrêmement important dans ce type de décision, d'appétence pour le télétravail. On parlait tout à l'heure de la mobilité et des villes qui seraient desservies, des villes moyennes desservies donc par les transports. Il y a aussi la mobilité, les transports dans les centres-villes. Est-ce que ça aussi, ça va devenir un facteur essentiel ? Alors moi, je ne voudrais pas lancer une polémique trop brutale, là, comme ça, en fin de matinée, mais c'est vrai que si on voit le cas de Paris, où il y a vraiment eu une mise en place très rapide de ce qu'on appelle un urbanisme tactique, c'est-à-dire il faut tout d'un coup, à situation exceptionnelle, il faut réagir. Donc les pistes cyclables faites en 2-3 heures avec des plots de béton, les autorisations pour les terrasses, bon, tout ça a des tas d'inconvénients, a des tas d'effets secondaires qu'on n'avait absolument pas pris en compte, notamment les lignes de bus qui passent plus, justement. Mais il n'empêche qu'on a vu que c'était possible de se réapproprier différemment un espace public en
franchement quelques jours. Moi, je me dis, c'est peut-être transposable aussi dans nos mètres carrés de bureau un peu froids en ce moment parce qu'il y a peu de gens et qui sont tous derrière leur plexi avec leur masque. Il y a peut-être aussi à se réapproprier différemment des lieux de travail. Jean-Claude ? Oui, je crois qu'une des leçons de la crise sanitaire et de la période spécifique du confinement, c'est la démonstration de la capacité d'adaptation de tout le monde finalement. Hein, effectivement des villes en installant ces installations censées être temporaires, mais dont je pense qu'elles vont être largement pérennisées. Et puis nous, dans nos vies quotidiennes, notre capacité d'adaptation. Je pense que quand même, une des victimes collatérales, c'est les systèmes de transport collectif. Hein. Oui, c'est sûr. Qui vont beaucoup souffrir, hein, parce qu'encore une fois, toujours le même exemple, 20% de moins de trafic dans le RER, c'est beaucoup plus de confort pour les voyageurs, mais en termes de chiffre d'affaires pour la RATP, ça peut être catastrophique. Et du coup, soit solliciter beaucoup de l'argent public, ce qui est déjà quand même l'essentiel du financement, et l'argent des entreprises, qui est l'essentiel du financement des transports publics, mais et puis la concurrence entre ces mobilités dites douces. Les cyclistes, ils ne sont pas très doux en ce moment, je trouve, quand on veut traverser la rue. Mais il y a aussi le fait qu'il faut s'adapter, c'est bien, mais tout le monde ne peut pas faire de vélo. Non, absolument. Et je crois que là, l'exemple des autobus victimes des pistes cyclables, je pense que ça mériterait un peu plus de réflexion. Et l'installation de parking où les gens arriveraient en périphérie de la ville, poseraient leur voiture et prendraient une autre mobilité. Donc, est-ce que ça, c'est envisageable ? Parce que pour le moment, on manque cruellement de ça. La banlieue est desservie, les banlieues d'ailleurs sont desservies par des transports en commun qui vont jusque dans le centre de Paris. Est-ce que là, on peut imaginer un système un peu mixte, encore une fois ? Ça existe déjà, mais c'est sursaturé. C'est-à-dire que, et ça, c'est pas la crise sanitaire qui fait ça, mais les parkings je sais plus comment on appelle ça d'ailleurs, les parkings relais qui sont aux abords des grandes gares de RER, par exemple, à 8h du matin, ils sont pleins à craquer. Ouais. Donc ils sont effectivement déjà insuffisants. Oui, on pourrait développer ça, mais on peut aussi développer le covoiturage. Enfin, on peut développer beaucoup de formes plus innovantes de déplacement. En tout cas, il me semble que justement, suite à cette mutation accélérée à laquelle on a été confronté, on a vu que tout était possible. Et maintenant, les enjeux de demain, c'est de doser et d'équilibrer ces possibles. Ce qui, pour l'instant, a été fait au profit du vélo. On est un peu, pour Paris, passé dans une ville 100% vélo, et vous disiez très justement... Mais dans la plupart des métropoles, c'est pas seulement parisien. C'est pas seulement parisien. Bordeaux, à Lyon, on est pareil. Oui, c'est vrai. Et du coup, il faut trouver des équilibres pour respecter la diversité des utilisateurs quand même. Il y a tout le monde, vous l'avez dit très justement, quand on est du 3e âge, on ne va pas forcément avoir envie d'aller se mettre sur un vélo sous la pluie, etc. Donc il y a des équilibres à trouver maintenant, c'est l'enjeu de demain, entre différents modes de transport. Quand on est une famille, je pense qu'on a besoin d'une voiture. Je pense qu'on ne fait pas ses courses à vélo pour nourrir 3 enfants. Donc soit on veut plus de famille dans les centres-villes, soit si on en veut, il faut rééquilibrer les choses assez équitablement. Vous avez aussi la livraison, e-commerce. Oui, alors c'est la grande théorie. Voilà. Et maintenant, c'est les objets qui bougent plus. Enfin, les gens bougent moins. C'était John Gray, le sociologue, qui disait ça. Les gens bougent moins, mais maintenant, c'est les objets qui bougent plus. Et finalement, il se plaçait d'un point de vue développement durable. C'est pas mieux. Le bilan n'est pas mieux, n'est pas meilleur. Marika Orl, je vous voyais réagir. Oui, non, parce que la livraison des objets enfin, je prends Paris. C'est un exemple que je connais mieux. C'est devenu très compliqué. Demander à n'importe quel livreur, n'importe quel taxi, n'importe quel artisan, ils n'arrivent plus à travailler dans Paris. Ils refusent même, pour certains, de travailler dans Paris. Donc on pose un réel problème économique avec cette mutation soudaine. Pourquoi pas? Mais il y a vraiment un rééquilibrage à penser pour que, économiquement, on puisse continuer à vivre cette ville. Et toute autre ville, je pense. Tout à fait d'accord. Je pense que c'est vraiment une question d'équilibre. Et là, il y a un équilibre qui a été rompu, me semble-t-il.
Alors justement, Marie-Carole, puisque vous aviez la parole, comment les banques elles vont s'adapter à toutes ces situations nouvelles? Est-ce qu'il va vous falloir encore plus d'agilité que vous n'en faisiez preuve jusqu'à présent? Et comment vous adaptez à tout ça? Parce que quand même, on est en période de mutation. La banque et la caisse d'épargne en particulier, quand on finance des activités, on observe, on soupèse, et donc il faudra réunir toujours ce que l'on demande, c'est-à-dire des clients professionnels avec de l'expérience, des actifs susceptibles de bien évoluer dans le temps, avec des emplacements incontournables pour leur activité. Donc on restera présent, on est toujours présent en financement immobilier d'entreprise en particulier, et donc on a la volonté, je crois, de continuer à fonctionner sur ce secteur-là. Avec d'autres critères, des critères un peu différents? Je pense qu'on sera plus prudent, sans doute plus sélectif. On demandera une répartition des risques encore plus juste, je dirais, entre l'emprunteur et la banque. Il y aura peut-être des rééquilibrages à faire pour prévenir l'avenir. En termes de marché, Brigitte, à quoi on peut s'attendre? Déjà, la réponse est un peu entre les mains des banques, puisque c'est elles qui fabriquent un petit peu les prix selon leur générosité. Et on peut penser qu'elles ont été fort sollicitées pour soutenir l'économie ces derniers temps, notamment le secteur du commerce. Et du coup, il peut y avoir effectivement un peu plus de prudence. Raisonnablement, on peut penser que la crise sanitaire suivie de la crise économique qu'on connaît devrait avoir un impact modérateur sur les loyers. Comme on vient de l'évoquer, il n'y a pas tellement de doute là-dessus. Tout ça pondéré quand même par le fait qu'on a une offre assez limitée dans nos capitales. Paris n'a pas produit du mètre carré de bureau de façon très soutenue, et du coup il y a quand même un équilibre, donc ce tassement pourrait être quand même assez modéré. Ensuite, pour le marché de l'investissement, évidemment la question du financement est clé, mais il y a quand même une masse de capitaux à investir. L'immobilier reste un placement très efficace, relativement peu risqué quand même, tangible et rassurant dans les périodes de doute. Donc on voit plutôt que l'abondance de capitaux ne se tarit pas et du coup devrait soutenir des prix. Donc moi je m'attends à un repricing certain mais assez limité. Oui, l'incidence sur les prix ne sera pas énorme, c'est ce que vous dites. Oui, c'est ça. Elisabeth, un avis là-dessus? Non, je partage tout à fait ce que vient de dire Brigitte. En l'état de nos connaissances. Après, comme quand on fait de la prospective, évidemment, il vaut mieux être un peu prudent, mais en tout cas, au vu de la situation actuelle et avec quand même les efforts qui ont été déployés pour soutenir l'activité économique en France, qui sont, il faut le dire, assez exceptionnels, on n'a jamais vu ça, et qui sont reconnus par toute l'Europe, les capitaux européens continuent d'affluer en France. Donc ça, c'est quand même ça reste très positif et ça soutient une bonne tenue de notre économie. On a une question là justement. Télétravail, tendance structurelle ou conjoncturelle? Un petit tour de table. Moi, je pense qu'elle est structurelle, pour le coup. Parce que, en fait, ça avait commencé avant. Oui. C'est-à-dire que ça faisait bien au moins 2-3 ans que, dans beaucoup d'entreprises, on commençait à dire vous avez 1 jour par semaine, voire 2 jours par semaine si vous le souhaitez. Alors, de façon très, très volontaire, très encadrée. Mais, de fait, la tendance était déjà à l'œuvre. Alors là, on a une accélération phénoménale. Et je pense que, oui, la tendance va... maintenir. Moi, je pense, en plus, elle était portée, c'est ce que j'ai dit au début, elle était portée par ces aménagements en flex-office. Bon, on était tous passés en open space, à peu près. Bon, au bout d'un moment, on ne pouvait plus faire d'économie de mètres carrés. On ne pouvait plus pousser les murs, densifier plus, c'était pas possible. Donc, qu'est-ce qu'il fallait faire? Il fallait laisser l'espace tranquille et faire bouger les gens. Ça, c'est le flex-office. C'est-à-dire que vous n'avez plus votre bureau attribué et vous arrivez, vous vous mettez où vous voulez. Et pour faire passer ce flex-office qui est pas neutre au niveau de la vie de l'équipe, au niveau de l'activité, il était
quasiment toujours accompagné de télétravail de façon significative, c'est-à-dire plutôt 2 jours qu'un. Donc, il était porté bien avant dans cette politique immobilière très large qui est de rechercher quand même une meilleure rationalité des économies de mètres carrés. Et il se trouve que les deux choses ont coïncidé. Ce qui peut reculer quand même, c'est que pour celles et ceux qui sont à 4 ou 5 jours par semaine, c'est-à-dire quasiment à plein temps en télétravail, ils vont sans doute pas le rester très durablement, hein, parce que, pour toutes les raisons qui ont déjà été dites, hein, notamment la vie collective. Donc il peut y avoir des formes de recul, mais le principe du télétravail, moi je pense que là, il est ancré pour tout ce qui peut se télétravailler. Oui. Et y compris des métiers où on n'imaginait pas. Ah bah oui, y compris des métiers où on n'imaginait pas. Les consultations médicales, on savait que ça existait, mais on ne les pratiquait pas vraiment. Et pour ce qu'on disait tout à l'heure aussi, il ne faut pas confondre totalement télétravail et travail à domicile. Oui. Le télétravail peut se faire ailleurs qu'au domicile. Oui. Notamment dans le coworking. Moi, je pense qu'il est vécu comme un droit social, quelque part un acquis social, puisqu'il est à disposition du salarié, qu'il l'utilise ou pas. Enfin, et donc, la conquête des droits sociaux dans nos économies occidentales, c'est un phénomène sans fin. Donc, je pense en effet que c'est structurel et qu'on ne reviendra pas en arrière, puisqu'on a démontré que ce droit était praticable. Donc, Marie-Carole, votre avis, votre sentiment là-dessus? Vous, en tant que la banque, ça match le télétravail? Vous y arrivez? Les négociations, on en parlait tout à l'heure avant de commencer cette table ronde. C'est un outil qui a été utilisé pendant le confinement, c'est un outil qui va rester post-confinement et qui est diversement utilisé selon les secteurs d'activité de la banque. La banque qui est en contact avec la clientèle, qu'elle soit entreprise ou particulier, a plus de mal à le mettre en place, donc ça remet en cause beaucoup les organisations. Donc, c'est évolutif, je dirais, selon les entreprises. Alors, on parle d'évolution, on parle de remise en cause. Est-ce qu'on peut dire, et en conclusion, en fait, que l'émergence du télétravail est un formidable accélérateur d'innovation, d'expérience, d'expérimentation dans tous les domaines, avec les conséquences que ça va avoir? On va faire un petit tour de table, là. Je commence. Alors, déjà, je pense que cette expérience de télétravail a vraiment fait changer notre regard sur les lieux de travail, et c'est extrêmement important. C'était caricaturé en métro, boulot, dodo. On s'est aperçu que non, c'était des lieux où il y avait de l'activité, il se passait des choses, il y avait de l'humain, et que ce n'était pas seulement un discours incantatoire des entreprises. Donc ça, je crois que c'est déjà extrêmement important. Alors, est-ce que ça va vraiment booster, accélérer les choses? On pourrait retourner la question. C'est un jour de travail, je pense que ça ne changera rien. 2 jours, peut-être, 3 jours, encore plus, avec d'autres conséquences. Donc, on ne sait pas où est-ce qu'on va mettre le curseur. Ça va dépendre, bien entendu, des sociétés, de l'activité. Et on a observé aussi que c'était un formidable accélérateur de choses qui étaient déjà en germe. Des choses qui étaient amorcées, et on voit que du coup ça... Et là, ça les a boostés, y compris la digitalisation, enfin tout. Est-ce que ça ne va pas aussi créer une fracture avec des petites TPE ou autres qui, elles, n'avaient rien mis un peu en place et qui vont se retrouver... peut-être qu'on va avoir quand même un fossé entre... les entreprises hyper modernes et puis les autres qui vont ramer derrière. On peut se poser cette question, je pense. Jean-Claude? Oui, dans un registre un peu différent, comme urbaniste, on nous demande tout le temps, en tout cas souvent, de dire, à votre avis, la ville de demain, à quoi ça va ressembler? On attend de nous des images de science-fiction avec des voitures volantes. Et en fait, cette crise et le télétravail, entre autres choses, il nous montre que oui, la ville de demain, elle peut changer extrêmement vite, et que c'est pas sa forme, c'est pas les bâtiments qui changent, c'est notre façon de vivre dedans et notre façon de l'utiliser et de la pratiquer. Et je crois que effectivement, cette crise, de ce point de vue-là, elle nous montre une capacité de transformation très impressionnante. Pas forcément toujours dans le bon sens, mais voilà, en tout cas une capacité de transformation. Moi, en tout cas, je fais partie de ceux qui sont convaincus qu'on a vécu une période, je ne sais pas si c'est le télétravail, mais en tout cas le Covid et cette expérience incroyable a été un booster d'innovation. Ça, pour moi, c'est avéré, puisque on a découvert le zéro papier pour de vrai. Avant, on faisait semblant, mais là, pendant quelques mois, on l'a vraiment vécu. La signature électronique, les vidéoconférences, tout ça, ça existait bien sûr, mais c'était pas vraiment
installés et du coup on en veut plus. Donc on en demande plus aux innovateurs, aux incubateurs, etc. Donc je crois que ça, oui, ça va durer. On a découvert le monde digital à vitesse grand V et ça va continuer, je crois. Hein. Donc ça, il y a un grand vecteur de développement pour les startups, je pense, en particulier, même dans le service. Hein, il y a des petites entreprises qui font de l'animation dans les halls de bureaux pour donner du service. Eh ben, ça, c'est des innovations. On n'avait pas ça avant, ça n'existait pas. Ça va se développer. Donc, je crois beaucoup à cette tendance. Ouais. Marie-Carole ? Je crois que j'ai rien à ajouter par rapport à tout ce qui a été dit, si ce n'est qu'au-delà du télétravail, oui, c'est vraiment la période de confinement qui a été un accélérateur de tendance qui existait déjà auparavant et qui va se poursuivre, je pense, maintenant qu'on l'a vécu. Alors, est-ce que maintenant, au terme de nos échanges presque, est-ce qu'on peut répondre à cette question? Est-ce que le télétravail est une opportunité pour l'immobilier? Je pense que c'est d'abord une opportunité pour chacun, à lui, comme vous le disiez, de s'en saisir ou pas. Et pour l'immobilier, moi je réduirais pas ça à l'immobilier, je dirais pour la ville. On va moins bouger. Et on va avoir un air plus pur, on va peut-être un peu plus profiter. Donc pour vous, c'est une opportunité? Oui, c'est une opportunité, oui, bien sûr. À condition qu'on n'envoie pas tout le monde à la maison, et notamment les femmes, parce que ça, je pense que ce serait une régression terrible. Et qu'on trouve des dispositifs, et là, je n'ai pas d'idée à vous proposer, pour maintenir de la co-création, de la co-conception, de l'innovation, parce que ça, c'est très difficile à faire quand on n'est pas un peu... collé là en permanence, en équipe. L'émulation d'une équipe. Voilà. Pour faire vraiment de l'innovation pure, c'est... Bon, ça, on n'est pas encore tout à fait au point, mais on va inventer. Comme disait Jean-Claude, c'est le curseur qu'il va falloir placer. Jean-Claude ? Oui, c'est quand même aussi un facteur, comme tant d'autres, mais d'inégalité sociale. C'est-à-dire que tout le monde ne va pas être en capacité de s'adapter aussi facilement à ces évolutions. C'est la taille du logement, c'est la composition familiale, c'est l'éloignement résidentiel, c'est tout un ensemble de choses qui font que tout le monde ne va pas vivre aussi positivement. Je pense qu'il y a des choses tout à fait intéressantes et positives, mais que tout le monde ne va pas vivre aussi positivement cette situation et cette évolution. Il faut quand même l'avoir à l'esprit, parce que c'est une question de politique publique, c'est de mettre en place les mécanismes correcteurs ou de protection qui vont permettre à ceux pour lesquels ces évolutions sont douloureuses, à les aider à ce qu'elles le soient moins. Et là, c'est vrai que la solution dont on parlait tout à l'heure du coworking peut répondre partiellement au moins à cette problématique. À condition que ce ne soit pas le travailleur qui en subisse le coût. Oui. Et ça va passer par des accords d'entreprise aussi, hein, oui. Notamment. Oui, c'est un travail. C'est un travail c'est la responsabilité des employeurs. Ça, c'est clair. Le temps de travail, c'est la responsabilité des employeurs. Et puis, peut-être le risque majeur, plein d'autres chercheurs ou sociologues ou psychologues du travail l'ont dit, c'est le télétravail risque quand même de favoriser une individualisation de la relation de travail. Bon, mais à partir du moment où on le sait, on peut peut-être essayer de ne... Enfin, tout l'enjeu va être de maintenir des vies d'équipe. Alors, c'est assez facile quand vous aviez déjà votre équipe, vous vous connaissez, vous vous retrouvez. Donc ça marche, vous avez déjà l'expérience d'avoir travaillé ensemble. C'est beaucoup plus compliqué dès qu'il y a beaucoup de nouveaux, comment on les intègre, comment ils décodent tout ce qui se passe dans un collectif de travail quand on est un peu atomisé, qu'on se voit, mais pas forcément tous ensemble. Ça, c'est très compliqué. On n'a pas encore cet apprentissage-là. Il y a aussi des conséquences sur la santé. C'est-à-dire ? Quand on bouge moins, quand on reste chez soi, on bouge moins. Ouais. Et quand on bouge moins, on fait croître un certain nombre de risques pour la santé. Et, enfin bon, il faut penser cet ensemble de conséquences. Alors là, ça serait le contraire. Oui, de ce point de vue-là, ça présente effectivement un risque. Tous les médecins vous diront la sédentarité, elle est dangereuse notamment pour les maladies cardiovasculaires. Donc là aussi, il faut faire un peu attention, quoi. Et trouver des moyens de bouger plus tout en restant chez soi. Brigitte, alors donc toujours cette question, donc opportunité ou pas pour l'immobilier ? C'est vrai que tous ces arguments se contrarient parfois, mais
Mais en même temps, oui, je crois qu'il y a... Qu'est-ce qui a gêné l'innovation, par exemple, en France ces dernières années ? C'est la norme, c'est le fait qu'on ait été très conservateur sur le fait de protéger nos patrimoines, etc. Là, je vois peut-être une opportunité d'être là encore plus équilibré, de faire bouger les lignes pour adoucir, enfin j'en rêve mais je ne sais pas, j'en appelle à nos politiques pour dérigidifier un petit peu la norme qui nous étouffe, qui étouffe toutes les entreprises, il faut quand même le dire, et puis retrouver un peu d'innovation environnementale. C'est le moment, vous avez dit on a su faire des terrasses en 5 minutes, peut-être qu'on saura faire une terrasse dans un immeuble haussmannien ou un balcon sur la cour, enfin sans dégrader, mais en retrouvant un peu de faculté de créer, d'innover, de moderniser. On a tout paralysé et peut-être que ça sera une opportunité, en tout cas, on peut l'espérer. Et on en aura besoin, puisque si on reste figé, on peut être un peu préoccupé. Non, et puis on peut en sortir, mais on peut en revenir aussi avec un autre virus qui peut nous frapper de la même façon. Et comme on a déjà vécu ça, ce qui fait de ces situations inédites, c'est que c'est la première fois, mais c'est peut-être pas la seule fois. Ça, c'est sûr qu'on va s'inscrire durablement dans la gestion. C'est une façon de repenser tout aussi, de se dire tout ça peut recommencer. Ce qui nous semblait inimaginable encore au mois de février, c'est passé. Et donc, ça peut changer toute une vision du fait que, oui, il faut y penser. Marie-Carole, vous, cette question, donc, on reboucle plutôt avec le départ. Est-ce que c'est une opportunité, selon vous ? Opportunité, révélateur de tendance. Je pense qu'on va arriver, sur ce que disait Brigitte tout à l'heure, c'est-à-dire on va, pour l'immobilier, retrouver une hiérarchie de valeurs qui était peut-être un peu effacée avec l'engouement sur l'investissement en immobilier d'entreprise sur les dernières années. Donc, opportunité de retrouver les meilleurs immeubles au bon prix, en tout cas le bon prix pour chaque immeuble. Voilà. Donc, résolument, une note assez optimiste, mis à part les petits bémols que vous avez soulignés, Jean-Claude, qu'il faut prendre en compte, mais on est plus ou moins optimiste ? Ah oui, mais il faut être, sinon c'est trop triste. Il faut être vraiment optimiste. Je pense que ça va accélérer la qualité. On va faire beaucoup plus attention à ce qu'on loue ou ce qu'on achète. Ça va nous apprendre à mutualiser de façon différente. Déjà, on essayait de moins gaspiller nos mètres carrés, de mutualiser les choses. Il va falloir s'adapter pour savoir comment on le fait, mais c'est ça ça va être des facteurs déclenchants, effectivement, de probablement d'autres choses, d'autres modes de vie. Parce qu'on est obligé de changer. On peut pas. Je crois qu'on est en train d'abandonner peu à peu l'idée qu'un jour on reviendra comme avant. Et je crois que ça, c'est finalement une bonne nouvelle. Moi, je pense aussi que ça s'inscrit dans la question environnementale, vraiment, qui est au cœur de nos préoccupations et qui exigeait du changement, qu'on n'osait pas faire. Et ça, c'est pour moi vraiment la bonne nouvelle, c'est que tout d'un coup, on a découvert qu'on pouvait se confronter au changement, être dynamique et y faire face. Ouais. Donc on va ouvrir ce champ des possibles. Il était fermé, on a commencé à l'entrebâiller et j'espère qu'on va l'ouvrir davantage. Jean-Claude ? Tout à fait d'accord. Soyons optimistes, mais pas naïfs. Ce sera le mot de la fin. Merci à vous tous. Merci à vous. D'avoir participé à cette table ronde. Merci à vous qui l'avez donc regardé de chez vous, du bureau, si vous n'êtes pas en télétravail. Passez une très belle matinée.